Alors, le Conseil national des barreaux a organisé cette dernière table ronde, l'a consacrée aux départements, aux régions d'outre-mer, aux ultramarins. La question est la suivante. Quelles contraintes pour les maires d'outre-mer face aux situations d'urgence auxquelles sont confrontés leurs territoires? Donc nous avons avec nous le maire de la possession de La Réunion, qui est M. Christophe d'Ambreville, et M. Éric Allais, qui est président de l'Ordre régional des architectes. La question est particulière parce qu'on aurait voulu savoir en fait pourquoi la situation des maires d'outre-mer est plus compliquée que celle des maires du territoire hexagonal. On sait que l'urgence, les situations d'urgence, elles sont permanentes en outre-mer. Les maires sont toujours des responsables locaux, historiquement en première ligne, et ils doivent gérer quotidiennement l'urgence. Ils doivent gérer l'urgence environnementale, l'urgence économique, l'urgence sociale. Et c'est le maire de Goyave qui disait que les élus des territoires ultramarins plaidaient pour un ministre à la hauteur de l'urgence. Je vais m'adresser en premier lieu au maire de la possession pour savoir comment, chez lui, il peut gérer l'urgence et à quelles contraintes il doit obéir. Donc je précise, élu à la possession. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne veux pas offenser mon maire. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc élu à la ville de la possession à La Réunion. J'ai en tête là deux situations de crise ou d'urgence que je voudrais vous exposer comme cas d'école. Il y a la première situation qui est par exemple l'effondrement ou la vétusté d'un bâtiment. Et là je pense par exemple à un bâtiment scolaire. On a une école où il y a eu des fissures qui ont été détectées sur la toiture, le plafond, et sur des poteaux qui soutiennent la structure. Donc, situation d'urgence, une école qui reçoit 300 élèves et pour laquelle le maire reçoit un rapport géotechnique disant « vous avez un risque sévère sur la structure et vous ne pourrez pas effectuer la rentrée prochaine, donc dans 3 mois, dans cette école ». Donc, branle-bas de combat pour essayer de chercher des solutions. À La Réunion, et c'est une des contraintes qui pèse beaucoup sur le territoire, c'est qu'on a un foncier qui est limité. Foncier limité. On a plein de dispositifs réglementaires qui s'appliquent à la gestion du territoire à travers le PLU, avec des zones qui sont identifiées agricoles, naturelles et urbaines. Et bien évidemment, on peut délocaliser une telle école uniquement en zone urbaine, mais quand on est déjà dans une zone qui est assez densifiée, avec peu de dents creuses ou de possibilités foncières pour construire rapidement une école, ce n'est pas une chose facile, une tâche facile. Voilà, ça c'était un premier exemple où c'était difficile pour le maire à l'époque et pour toute l'équipe derrière de trouver des solutions. La deuxième contrainte à l'échelle locale, c'est d'avoir aussi toutes les possibilités techniques parce que finalement, comme on est parti sur un scénario d'école fait à partir de modulaire, mais il faut avoir les entreprises qui arrivent à proposer ce type d'installation et ce type d'ingénierie et de déploiement de structures. Donc ça a mis quand même 1 an et demi pour organiser les phases de consultation, de création du projet, de se faire accompagner. Là on a un architecte, mais voilà, par la partie architecte, pour garantir la partie sécurité de bon fonctionnement de l'école. Donc ça n'a pas été un sujet simple, mais on voit à travers cet exemple les quelques contraintes, en tout cas, auxquelles un maire est confronté au quotidiien et pour lesquelles il faut apporter des solutions. Et souvent dans une temporalité, là en l'occurrence, qui était assez courte et urgente, puisque on ne peut pas délocaliser 250 ou 300 élèves comme ça du jour au lendemain. Bien sûr, il y a un report sur les écoles des autres quartiers, mais il fallait quand même être aussi dans la démarche de construire un nouvel équipement. Merci, monsieur le maire de la possession. Je vais m'adresser maintenant à l'architecte parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on sait qu'il y a des normes, on sait que les normes sont faites à Paris. Je veux savoir si les normes sont adaptées, les normes de construction sont adaptées à nos territoires. Bonjour à tous, donc Éric Allais, président de l'Ordre des architectes de Guadeloupe.
Les réglementations, en tout cas en Guadeloupe et dans les Outre-mer, sont très certainement les plus strictes de toutes les régions avoisinantes, en tout cas dans la Caraïbe, sur tout le bassin caribéen. Je dirais que la Guadeloupe et la Martinique ont les normes les plus exigeantes. J'aimerais rebondir sur le sujet donc, que M. Domroville évoquait avec cette problématique d'urgence et de reconstruire. Et quelque chose qui, en tant qu'architecte, nous désole de plus en plus, ce réflexe de reconstruire en préfabriqué. Et je l'entends, hein, très souvent, la question de l'urgence, tout de suite, il faut reconstruire en préfabriqué. On a cette mauvaise manie, je pense, d'imaginer que la construction, c'est quelque chose qui est de l'instantané. Aujourd'hui, on peut tout faire avec son smartphone très, très rapidement. Construire un bâtiment, ça prend du temps et il faut que ça prenne du temps quelque part. Et on se bat, nous, en Guadeloupe en tout cas, avec beaucoup de collectivités sur ce réflexe de reconstruction préfabriquée. On est soumis au séisme comme beaucoup de régions, et il y a un plan séisme qui a fait l'état des lieux des établissements scolaires dont dépendent les mairies, avec des plans de reconstruction certaines fois sur des établissements, de confortement parasismique sur d'autres bâtiments. Et on se bat constamment avec les décideurs politiques pour expliquer que la solution du préfabriqué, c'est pas une solution à long terme. C'est-à-dire que le préfabriqué, il va répondre à l'urgence tout de suite, en squeezant tout un pan de l'économie locale, parce qu'il faut être conscient de ça. Le préfabriqué qu'on va faire installer à La Réunion, il viendra peut-être de l'Europe de l'Est où il aura été assemblé, il arrivera par bateau, on va le déposer et on aura squeezé toute une ingénierie locale, tout un tissu économique d'artisans, de un. De deux, dans 10 ans, il y a un incendie, un dégât des eaux quelque part, ou un cyclone. Reconstruire en préfabriqué, on ne sait pas faire, à part les évacuer et acheter de nouveaux préfabriqués. La construction traditionnelle, on sait faire après un incendie, reconstruire sur la base de ce qui a été construit. On sait faire après un cyclone, reposer une charpente. Et donc au niveau de l'ordre, en tout cas, on incite les décideurs à ne pas tendre vers cette solution de facilité, d'immédiateté, de l'utilisation de ces préfabriqués. Des fois, on n'a pas le choix. Là, dans mon exercice professionnel, on a une école sur laquelle on a un confortement parasismique à réaliser. On a utilisé des préfabriqués, mais uniquement temporairement pour pouvoir mettre les enfants et pouvoir reconstruire le bâtiment. Et le dernier point, c'est la notion de patrimoine. Aujourd'hui, la construction, on construit le patrimoine de nos enfants, de nos petits-enfants. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite leur laisser, des préfabriqués qui, dans 30 ans, on saura qu'il faudra démolir et... vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un sujet qui est récurrent dans nos régions et on se base sur cette notion d'urgence. Des fois, on a l'urgence un cyclone dévaste une île. Le lendemain, la priorité, c'est de mettre en sécurité les gens. Mais sur long terme, c'est de construire notre bâti pour demain. Donc, ce que vous pensez, c'est que comme on travaille toujours dans l'urgence, puisque, comme je disais, l'urgence, c'est dans l'ADN de l'outre-mer, est-ce qu'il ne faudrait pas plus des obligations de prévention? Il faudrait que les maires essaient de prévoir, d'organiser pour savoir que, de toute façon, l'immeuble qu'ils décident de construire là, il ne sera pas fini pendant leur mandature. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Est-ce que les maires ne veulent pas que tout soit fait pendant qu'ils sont au pouvoir et qu'ils ne laissent pas parce qu'autrefois,
les architectes ne voyaient jamais leurs œuvres. Et maintenant, comme on veut voir, comme on est comme on est dans la civilisation de l'immédiateté, on veut absolument, donc c'est pour ça qu'on est dans les préfabriqués, et je me dis peut-être que les maires devraient essayer de prévoir sur 10 ans, sur 20 ans, voire sur 30 ans. Je vous rassure, je vais totalement dans le sens de l'architecte. On était bien là dans un cas de situation d'urgence avec la notion effectivement de mettre en sécurité et de garantir aussi le fonctionnement du service public, à savoir d'accueillir les écoliers. À côté de ça, on est en train de développer aussi un écoquartier, donc la ZAC Cœur de Ville à la Possession, qui est labellisé écoquartier depuis 2012, et zone d'aménagement dans laquelle on a créé une école bioclimatique, donc où toute l'aérolique, les matériaux utilisés, tout a été pris en compte, à la fois en termes de bilan carbone et aussi de fonctionnement du bâtiment, pour que demain, les enfants qui sont dans cette école se sentent aussi bien et à l'aise dans l'école, enfin dans de bonnes conditions pour apprendre. Donc tout ce quartier qui est en construction fait l'objet d'essais en soufflerie à Paris, avec des maquettes. Donc il y a aussi cette volonté d'anticiper et de construire sur le territoire des projets qui vont durer dans le temps, avec aussi la nécessité, et aujourd'hui c'est aussi un contexte réglementaire, c'est une contrainte, mais pour le coup qui pousse à aller vers du positif. Une démarche vertueuse, c'est d'intégrer toute la transition écologique. Donc aujourd'hui on est dans ce défi, et en dehors des réactions d'urgence qu'on peut avoir à un moment donné, c'est vraiment d'inscrire toute cette démarche de transition écologique dans l'aménagement du territoire. Je vais partir aussi sur un deuxième petit exemple de situation de crise qu'on a eu à gérer cette année, en 2024, en début d'année. C'est par exemple l'effondrement d'un sentier après le passage d'un cyclone. Donc on a eu un cyclone Bellal qui est passé pile poil sur la Réunion, et une partie d'un sentier de randonnée pour accéder au cirque de Mafate où il n'y a pas de route. La seule façon d'accéder au cirque, c'est l'hélicoptère ou le sentier de randonnée. Donc ce sentier très fréquenté, 100 000 touristes par an, s'est effondré. Et là, on est à la fin de l'année, et au bout d'un an de risque sur ce sentier, on n'a toujours pas réhabilité le sentier. Tout ça pour des raisons, là aussi, qui relèvent de contraintes, mais des raisons purement, très souvent réglementaires, avec la protection des espèces endémiques qui sont autour de ce sentier, puisque le sentier traverse un parc régional, un parc naturel, et tous ces éléments constituent des blocages pour la remise en route en fonctionnement de ce sentier qui reçoit 100 000 touristes par an, donc qui représente aussi un enjeu économique pour la zone de Mafate qui est enclavée et qui reçoit tous ces touristes, et aussi une perte économique pour le village qui est situé en contrebas de ce sentier. Donc ça, c'est encore une autre contrainte réglementaire qui s'applique au territoire ultramarin, c'est d'avoir des espaces qui sont petits mais avec une forte biodiversité, et où on a une volonté de protéger qui est là aussi très forte, et qui des fois empêche la réfection, la remise en état d'équipements qui étaient déjà présents dans ces espaces. Donc là aussi on a un travail à faire pour essayer d'assouplir peut-être le cadre sur les équipements qui étaient déjà présents, et garder une protection plus forte sur des espaces qui sont restés vierges ou qui sont encore primaires, mais avoir un assouplissement, une distinction dans le traitement de la loi sur ces différents secteurs. Oui, parce que c'est vrai que nos territoires représentent 80% de la biodiversité française et 22% du territoire national. Donc on ne peut pas faire cette table ronde sans parler du changement climatique, des impacts du changement climatique. Et les impacts du changement climatique, on le voit pratiquement à l'œil nu, que ce soit au Moule, que ce soit au Gosier, que ce soit sur tout le littoral de la Guadeloupe et des autres îles. Et ça impose des contraintes, y compris pour la construction des bâtiments, y compris pour le logement qu'il faut déplacer,
y compris pour les gens qui doivent... J'ai discuté hier avec la Caisse des dépôts qui me disait qu'il fallait... quelqu'un de la Caisse des dépôts qui disait qu'il fallait déplacer des gens à Miquelon. Donc je pense qu'on aura le même problème qui va se poser chez nous, hein, de toute façon. Alors je m'adresse à vous. Comment vous pouvez gérer ces constructions qui doivent être faites en tenant compte du changement climatique et en tenant compte de la montée des eaux et de l'absence de rivage? Il faut savoir qu'au niveau normatif, encore une fois, hein, on est déjà très bien. Et l'État français, en tout cas, fait ce qu'il faut pour augmenter la réglementation et en tout cas la rendre plus stricte ou plus efficace. Et c'est aussi une problématique, cet enchevêtrement de réglementation, parce que qui dit réglementation supplémentaire dit coût de construction aussi supplémentaire. La problématique que vous avez montrée sur le sentier, c'est l'exemple parfait des fois d'aberration, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord à préserver notre environnement, mais quand il y a des familles derrière qui sont impactées sur les besoins même vitaux, il y a un moment où il faut, je pense, au niveau réglementaire, mettre les priorités les priorités au bon endroit. Et pour revenir sur les réglementations, on est bien en France, en Guadeloupe, en Martinique et dans les DOM, les réglementations sont adaptées à nos problématiques. Et c'est plus une problématique de coûts financiers, parce que par exemple pour tout ce qui est construction de logements sociaux, par exemple en Guadeloupe, on a des coûts qui sont calculés sur la base de construction hexagonale, de contraintes hexagonales, mais qui ne sont pas du tout adaptés à nos latitudes. Alors, il ne suffit pas d'exposer le problème. Quelle solution? Alors, vous me disiez que vous pensiez que les réglementations étaient suffisantes. On va dire qu'il faudrait d'autres solutions. Il faudrait qu'on soit quand même géré d'une autre manière. Il faudrait que les textes soient mieux adaptés. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de supplémentaire à faire pour qu'on soit un peu mieux quand même voilà. Alors ça va commencer par la planification, c'est-à-dire que les problématiques qu'on a aujourd'hui avec la montée du trait de côte, avec le débordement des rivières, toute cette problématique, c'est une problématique d'aménagement du territoire en général. Donc oui, il faut prendre en compte dès aujourd'hui ces éléments qui seront de plus en plus récurrents, donc au niveau de l'aménagement des villes, et après au niveau des bâtiments eux-mêmes, au niveau des réglementations, encore une fois, on a une réglementation stricte, elle pourra l'être encore plus, mais enfin, je dis souvent, et ça choque des gens, en tout cas pour la Guadeloupe, je ne m'avancerai pas pour la Réunion, mais on est un pays en voie de développement avec des réglementations de pays développés. Et le contre-coup de ça, c'est que souvent, pour des questions de coûts financiers, les gens vont aller vers le coup de main, vers le voisin qui a fait une formation de 3 semaines de charpente, qui va aller poser sa charpente, où pour des questions de coûts. Donc, augmenter encore les règles normatives, pour moi, ça risque d'être contre-productif. Bref, faisons en sorte que ce qui existe déjà soit vraiment appliqué et le soit correctement, et on s'en sortirait bien mieux. Oui, peut-être pour rebondir sur le sujet, effectivement, la planification est importante, parce qu'il faut
il y a un rattrapage qui est à faire, effectivement, en pays en voie de développement avec des normes de pays développés. Enfin, ça se traduit par un rattrapage à faire. Juste pour la comparaison comme ça, là je suis hébergé, je loue un appartement à côté pour le congrès, mais j'ai l'impression que les bâtiments dans lesquels je suis, c'est des bâtiments qui ont des centaines d'années. Dans les DOM, on n'a pas de bâtiments à proprement parler qui ont des centaines d'années. Pour se rendre compte de l'histoire, enfin à La Réunion en tout cas, il y a 70-80 ans, on avait encore des gens, des familles qui habitaient dans des paillotes en paille, fait avec de la paille de canne à sucre ou de différentes branches. Donc il y a eu un transfert de population d'habitat précaire et fait avec les ressources du territoire vers des bâtiments aujourd'hui normés. Mais effectivement, il y a encore un rattrapage dans le domaine et il ne faut pas se tromper de chemin dans ce rattrapage pour ne pas avoir à refaire le travail demain si on s'est trompé de scénario. Le deuxième point, effectivement, les normes actuelles correspondent aux besoins du territoire et permet d'aller vers le bon cadre. Là où il faut aussi être vigilant, c'est sur le financement. Et vous en avez parlé un petit peu, le financement et les budgets. Là, de ce qui était affiché de la part du gouvernement sur le travail qui est fait sur le budget 2025, on avait des craintes et un risque de perdre certaines enveloppes pour rattraper ce retard alors qu'on en a besoin. Parce qu'on a beaucoup d'indicateurs qui montrent qu'une grande part de la population est en dessous du seuil de pauvreté, qu'on a des besoins d'aménagement, des besoins de rattrapage. Et par contre, il y a un travail qui a été fait avec les sénateurs et les députés pour réussir à garantir que le budget des Outre-mer ne va pas être touché sur 2025. Donc c'est aussi un travail partagé à faire entre les élus locaux, les députés, les sénateurs, pour que des doléances remontent au gouvernement et qu'on puisse garantir le développement de nos territoires. Voilà. Oui, et puis il y a un sujet dont on va parler quand même, c'est le sujet de l'indivision. On sait que dans nos territoires, il y a le problème des parcelles, comme on en a discuté hier, des biens sans maître. Et donc j'aurais voulu avoir l'avis du maire et l'avis de l'architecte sur cette question. Effectivement, à La Réunion, c'est aussi une problématique forte. J'ai vu que la loi, elle a pour origine un député ou un sénateur des Antilles. Voilà. Donc elle vient des Antilles, mais elle est aussi redescendue jusqu'à La Réunion et c'est une bonne chose. Ce qui n'est pas évident après pour les maires, c'est l'évolution, la rapidité d'évolution des textes réglementaires également. Parce qu'en l'occurrence, si vous avez des occupants sans titre, c'est-à-dire des personnes qui ont construit sans autorisation, sans permis de construire, sur des biens privés, ça peut en général, c'est entre familles, des différents consorts d'une même famille. On peut trouver, les familles entre elles peuvent trouver des solutions amiables pour résoudre ces difficultés. La personne qui a construit peut aller vers l'achat du foncier et indemniser un peu les autres consorts de la famille. La problématique se pose quand on a ces situations sur une parcelle communale. On n'est pas dans le même cas de figure et là il s'agit plutôt d'avoir une confrontation entre un intérêt privé et un intérêt public ou de bien commun. Et dans ce cadre-là, par exemple, de passer d'une prescription trentenaire à 10 ans cette année n'arrange pas forcément la situation de la collectivité. Donc nous met même un peu en difficulté. Voilà, donc ça demande à être plus vigilant. Ça demande au maire une plus grande vigilance sur qu'est-ce qui se passe sur son territoire. Est-ce qu'il est bien au fait de la régularité des aménagements ou en tout cas même des héritages, parce que souvent c'est des situations héritées, c'est des constructions qui sont là depuis 10, 15, 20 ans. Est-ce que le maire a bien diagnostiqué l'ensemble des enjeux sur son territoire? Donc on a des vrais sujets là-dessus et il faut être très vigilant face aux évolutions réglementaires. Après là encore, la contrainte pour répondre, souvent c'est encore la contrainte budgétaire, parce que c'est encore une problématique supplémentaire qui vient s'ajouter à des problématiques qui sont déjà actuelles.
Donc on a encore une contrainte réglementaire et d'espace et de production de logement. Parce que je pense j'entends la même préoccupation partout sur l'ensemble du territoire, des Outre-mer et national. C'est la production de logement qui n'arrive pas non plus à satisfaire aux besoins actuels. À La Réunion, on estime qu'on a un besoin de 30 000 logements supplémentaires. Enfin, en tout cas, il y a 30 000 dossiers qui sont en attente de logement. Pour rebondir sur la problématique, pour moi, elle est intrinsèquement financière. Aujourd'hui, légalement, on sait, sur des terrains en indivision, je parle sous couvert du maire de Pointe-à-Pitre ici présent, on sait légalement, les mairies savent aujourd'hui prendre possession, on a des outils aujourd'hui, de reprendre possession de terrains ou de bâtisses qui sont en indivision. On a en Guadeloupe l'EPF, dont c'est le rôle de mettre la main sur ces parcelles, sauf qu'on se retrouve avec des parcelles de petite taille. Et aujourd'hui, pour tous les bailleurs sociaux, aller faire une opération, par exemple sur Pointe-à-Pitre, où on a un sol qui est de très mauvaise qualité, donc ça veut dire de faire des pieux profonds pour aller trouver un bon sol, donc ça a des répercussions financières énormes sur les opérations. Des petites opérations sur lesquelles on ne pourra pas optimiser tous les espaces communs que sont les cages d'escalier, construire en centre-ville, en phase travaux, c'est une grosse problématique pour installer l'installation de chantier sur des petites parcelles qui sont construites tout autour. Enfin, tous ces éléments font que le coût de construction est tellement élevé qu'aujourd'hui les bailleurs sociaux n'ont pas les moyens de faire ces opérations-là et préfèrent partir sur des parcelles qui seront en périphérie des zones urbaines où elles pourront financièrement rentabiliser l'achat du foncier et en artificialisant de nouveaux terrains, en augmentant donc les risques en cas de pluie, donc d'inondation sur tout le territoire, et souvent dans des zones qui ne sont pas desservies par les transports publics, par les réseaux d'assainissement, etc. Donc le nerf de la guerre, encore une fois, c'est vraiment le financement de ces opérations. Voilà, c'est le financement de ces opérations et surtout que le maire se retrouve souvent en première ligne, puisque les administrés, ils savent qu'on est loin de l'État, en fait, on est à 8 000 km, à 18 000, 12 000, 11 000 km de l'État. Et on sait que quand il y a une destruction de logement parce que les normes disent qu'on ne peut pas garder le logement à cet endroit-là, on sait qu'il faut reloger. Et les gens, ils voient quoi? Ils voient le maire qui devient populaire. Oui, l'acceptabilité. On a aussi un exemple comme ça en 2024 sur le cyclone qu'on a eu en début d'année. On a des personnes qui habitaient de façon irrégulière sur le bord d'une ravine avec les pluies intenses. Ça, c'est un autre phénomène qui touche beaucoup les départements d'outre-mer, en tout cas la Réunion, c'est qu'on a des pluies qui sont plus intenses sur une petite période de 24 heures par exemple que ce qu'on avait il y a une dizaine d'années. Du coup, on a eu cette rivière qui est devenue en crue et qui a emporté une partie de la berge et la moitié de la maison de la personne. Et pour autant, donc, le maire a sorti un arrêté de péril imminent pour dire vous êtes en danger si vous restez dans cette habitation irrégulière. Pour autant, la famille ne veut pas partir. Elle vous dit, moi ça fait 20 ans que je vis là, je vais essayer de reconstruire, voire même je vais refaire la berge avec mes moyens privés, même si c'est sur le domaine de l'État, et je vais rester sur place. Donc là on travaille avec la préfecture et l'État pour proposer toutes les solutions possibles, mais l'acceptabilité, surtout l'acceptabilité par ses habitants, parce qu'il y a un côté d'habitude, historique, 20 ans de vie dans un quartier, c'est pas évident de tourner la page. Donc là, on touche à de l'émotionnel et traiter ces aspects, c'est aussi un autre défi.
Et bien souvent, le ton peut monter et on retombe sur le débat d'avant, c'est-à-dire la protection fonctionnelle à un moment donné, parce que ça crée de l'agressivité ou ça crée des conflits et que le maire doit est au premier plan pour résoudre, même s'il y a des moyens de l'État qui sont mis en œuvre, enfin de la gendarmerie ou de l'encadrement, mais le maire est toujours interpellé, est toujours la première personne interpellée en tous les cas. Oui, c'est la première personne interpellée. Donc on a parlé des catastrophes naturelles, puisque de toute façon on a les cyclones. On a parlé des catastrophes environnementales avec l'écologie. On a un peu parlé des catastrophes sociales, parce que de toute façon on sait que, et ça, en Guadeloupe, c'est souvent le cas, la moindre grève conduit à une destruction de nos rues, de nos villes, et tout ça, un saccage complet. Et on sait que la police n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'elle devait être, de toute façon. Et c'est le maire qui doit expliquer, qui doit dire voilà, c'est ça. On sait aussi qu'il faut reloger, qu'il n'y a pas suffisamment de logements, il y a un problème migratoire. Enfin, bon, je ne sais pas si c'est le problème à La Réunion, mais je sais que c'est le problème en Guyane. On a à Mayotte, il faut reloger pour les gens qui arrivent, la population augmente. Et ça, ce sont des contraintes que nous, ultramarins, on connaît chaque jour. Je voulais savoir si vous avez des questions avant de terminer en conclusion. Oui, bonjour, je voulais de l'Association des maires de la Martinique. J'ai une question à vous poser en ce qui concerne la rénovation, dite rénovation énergétique, donc des habitats, puisque chez nous c'est très particulier. On pourrait peut-être plutôt parler de vulnérabilité énergétique, parce que les problèmes ne se posent pas de la même façon. Je voulais un petit peu avoir l'avis de monsieur, de l'architecte, puisque sur le salon, j'ai eu l'occasion tout à l'heure de participer à une conférence sur l'utilisation du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et c'est vrai que chez nous, c'est une problématique un peu particulière qui ne se pose pas du tout dans les mêmes termes qu'ici. Et je voulais avoir à la fois le point de vue du maire et de l'architecte. Et je vous demanderais de parler un petit peu plus fort, parce qu'il y a tellement de... Alors, sur les dispositifs, il faut savoir qu'il existe aussi des dispositifs, en tout cas en Guadeloupe et en Martinique, pour l'économie d'énergie. Ce n'est pas les mêmes problématiques qu'ici. Maintenant, l'État va aider sur tout ce qui est isolation des toitures. Il va aider sur tout ce qui est installation de chauffe-eau solaire ou thermodynamique. On va aider sur aussi les dispositifs comment on appelle ça, des embouts qu'on va positionner sur les robinets pour des mousseurs, voilà, pour donner l'impression d'avoir plus d'eau et donc réduire la consommation de donc il y a des dispositifs qui existent. Il faut savoir que la réglementation thermique de métropole elle est applicable en Guadeloupe, en Martinique et dans les DOM sous une autre forme avec nos problématiques. Donc en Guadeloupe, c'est la réglementation thermique Guadeloupe, RTG, qui est applicable, ou alors la RTA DOM qui va s'appliquer sur ces deux réglementations qui vont s'appliquer et qui prennent en compte nos problématiques, ne serait-ce que chez nous, les problématiques d'isolation phonique sont incompatibles avec une ventilation traversante. On ne peut pas faire des logements ou avoir de la ventilation traversante dans les logements, puisque c'est comme ça qu'on vit sous les tropiques, avec une circulation constante de l'air à travers les logements. On ne peut pas faire ça tout en se préservant des nuisances sonores de l'extérieur. Donc c'est incompatible avec beaucoup de réglementations locales. Donc au niveau normatif, en tout cas, ça a été traduit sur nos problématiques locales. Oui, effectivement, vous avez donné la plupart des dispositifs techniques qui existent. Dans les DOM, j'ai l'impression, en tout cas à La Réunion, c'est beaucoup comme ça, on n'a pas les mêmes dispositifs qu'en métropole, effectivement, parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux. C'est un accompagnement en général qui est partagé, c'est-à-dire qu'il y a à la fois EDF qui propose des chèques énergie, ou en tout cas des dispositifs de financement énergie,
il y a la région Réunion qui est engagée. La collectivité, elle est surtout dans un rôle de communication, c'est-à-dire qu'elle informe les résidents qui viennent souvent voir le maire ou le CCAS, et la collectivité, enfin la commune en tout cas, redirige vers ces dispositifs. Nous, on crée un portail de communication sur le site de la ville, de la commune, qui présente ces différents dispositifs. Mais effectivement, les dispositifs sont différents de ceux de métropole. Je pense que, vous le confirmez, je pense que l'outre-mer, mais cela se pose aussi pour des territoires de l'Hexagone, doit effectivement avoir des adaptations. Un système normatif n'est performant, n'est réaliste et pertinent que s'il répond aux réalités d'un territoire, très clairement. Et vous savez que la problématique effectivement de l'Europe-Com, que ce soit effectivement la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte, c'est en fait mis sur un positionnement constitutionnel où l'essentiel de la réglementation hexagonale, qu'elle soit législative ou réglementaire, s'applique de plein droit. Et on se rend compte que finalement ça pose des problèmes. Je pense qu'au niveau de la construction, par exemple, on est surnormé. Alors qu'on a une crise effectivement du logement effectivement qui se pose partout. Voilà, donc moi c'est mon plaidoyer moi, pour Yannick le sait, voilà, pour l'adaptation. Peut-être pour préciser aussi pour madame, c'est vrai que l'impression qu'on a quand on vient dans un congrès comme ça, c'est qu'on peut repartir un peu frustré parce qu'on découvre des dispositifs qui sont présentés ici au congrès, mais qui restent très France métropolitaine. En fait, la démarche un petit peu, c'est de venir s'inspirer, et ensuite, quand on arrive dans nos régions, c'est de se renseigner quel est le dispositif équivalent. C'est-à-dire que là, si vous voyez un dispositif soutien au déploiement de l'énergie renouvelable, le travail, c'est de se dire, quand je retourne chez moi, je vais aller me renseigner auprès de la région locale, de la collectivité, et de voir comment ce dispositif métropolitain a été traduit chez nous dans les DOM. C'est ce travail en fait qu'il faut faire, parce que c'est vrai que là, en l'occurrence, on a répondu de façon spécifique au territoire, mais on doit faire ce travail de traduction pour retrouver le fonds qui est quand même alloué, le fonds économique, qui permet de lancer cette dynamique. Donc là, il faut faire ce travail de renseignement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'est sûr qu'on a d'autres problèmes sur l'environnement. On n'a pas parlé du problème de l'eau. L'eau qui est vraiment un problème très très important chez nous. Je ne sais pas si c'est à La Réunion, c'est le même problème. Ça devient un problème quand on sait qu'il pleut tous les jours et que quand on ouvre son robinet, il n'y a rien qui coule. On a le problème des déchets, le problème des eaux usées. Les problèmes sont multipliés par 10 en Outre-mer et on a des moyens divisés par 10 ou par 100. Donc, monsieur, vous vouliez dire quelque chose? Bonjour à tous, Gérald Sylvestre de GA Ville du Moulin en Guadeloupe. Et puis donc les élus ont le souci de continuer à développer leur territoire. Donc une commune comme le Moule qui est assez attractive. Donc on reçoit beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations. Mais il se trouve que là, on a reçu le porté à connaissance de la DEAL. Donc il y a un travail sur le PPRN. Et avec une augmentation considérable des zones rouges, donc, qui peuvent receler un risque. Donc l'idée aussi c'est de savoir donc, quoi faire, puisque bon, on veut développer le territoire, mais aussi il faut penser à l'humain. Donc ça pourra peut-être éventuellement impliquer des déplacements de population et aussi donc, des déplacements de différents services donc, à sécuriser. Donc ces aléas en fait, climatiques, cette urgence climatique contraint considérablement en fait, l'exercice de l'élu et son corollaire aussi, donc le conseil que les administratifs peuvent donner. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on en a terminé.